Nous allons commencer parce que c'est très rassurant aujourd'hui de voir un tel engouement sur l'énergie solaire. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce 8e webinaire Sunji pour lequel nous vous avons aujourd'hui préparé une session de formation et d'information sur quelque chose qui nous paraît évident en termes d'application pour l'énergie solaire, l'éclairage. En effet, l'éclairage est, comme beaucoup d'autres applications, assez évident pour l'énergie solaire et nous avons tenté de vous le démontrer aujourd'hui avec l'équipe Sunji, basée en Algérie et en France. Et on a un guest aujourd'hui qu'on est ravis d'accueillir, c'est Benoît Arnal, spécialiste de l'électronique également et de l'éclairage, qui est directeur général et fondateur de Indigo Energy. Sans plus attendre, je passe la main à notre directrice commerciale de Choc qui va animer ce webinaire avec nous. Je vous souhaite la bienvenue et un très bon webinaire. Bonjour à tous, bienvenue avec nous pour ce webinaire dédié à l'éclairage solaire. Donc, nous avons traité d'autres thèmes depuis le début de la semaine, notamment l'autoconsommation, le stockage et le générateur solaire. Et là, on termine avec l'éclairage solaire qui est une évidence pour faire cette transition énergétique. Donc, pendant ce webinaire, je serai l'animatrice de cette session. Je prendrai des questions que vous allez nous poser en live, donc sur votre onglet à droite ou sur la partie questions-réponses. Nous nous ferons vraiment un plaisir de répondre à ces questions-là pendant des pauses que nous allons déterminer tout au long de la présentation. Donc, à différents intervalles, nous ferons des pauses pour répondre à des questions. Sans plus tarder, donc on va, je pense, commencer la présentation et on s'arrêtera tout à l'heure pour une première série de questions. Pour commencer, j'aimerais vous présenter notre entreprise. Donc, on est un bureau d'études et de réalisation spécialisé dans tout ce qui est énergie solaire. Donc, on est installé en Algérie et en France depuis 2014 avec pour seul objectif, c'est de ramener l'énergie solaire partout et pour tous. Et bien sûr, on apporte cette énergie solaire selon des besoins bien spécifiques qui collent à ce que attendent nos clients. Nous sommes une équipe d'ingénieurs spécialisés dans l'énergie, une équipe d'ingénieurs passionnés et qui aiment travailler sur ce métier et transmettre cette passion. On essaiera de vous transmettre aujourd'hui, du moins une partie de cette passion-là, et vraiment en œuvre sur la préservation de notre environnement à travers les projets que nous réalisons. Nous travaillons sur une chaîne de valeur complète qui commence par la partie pré-étude, la partie étude, réalisation, exploitation et maintenance, et cela avec un réseau de partenaires de premium qu'on choisit soigneusement pour pouvoir répondre à des exigences clients, mais aussi à travers des certifications, notamment de grands organismes et bien sûr la certification de notre équipe. Comme je vous le disais, donc on s'appuie sur un réseau de partenaires premium. Sur la partie éclairage, nous avons deux partenaires principaux. Nous avons Luxiled, qui est un fabricant de LED en Algérie, avec une gamme assez variée et un niveau de qualité que nous donnons à nos clients. Et nous avons aussi Indigo Energy, avec lesquels on travaille depuis quelques années sur toutes les solutions solaires, smart lighting, et notamment optimisation des installations solaires. Nous avons aujourd'hui Benoît Arnal qui est CEO de cette compagnie, qui nous donnera aussi un retour d'expérience sur les réalisations que nous avons faites ensemble. Sans plus tarder, donc je vais vous présenter les personnes qui vont animer ce webinaire avec moi. Donc, cette passion dont je vous parlais tout à l'heure nous a été transmise par notre CEO qui est passionné par l'énergie solaire et par cette transition énergétique et qui a des ambitions d'électrification de l'Afrique avec du solaire. Elle est experte dans le domaine de l'énergie depuis quelques années. Nous avons Benoît Arnal qui est CEO de Indigo Energy qui a une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l'électronique, dans le domaine du stockage de l'énergie
et de l'éclairage. Et nous avons aussi Mohamed Nihar, notre ingénieur d'études et d'exploitation chez Sunji, spécialiste et expert de la partie éclairage et bien sûr autoconsommation. Alors, pourquoi nous traitons l'éclairage solaire? L'éclairage solaire, c'est vraiment une solution qui a permis de donner vraiment un boom sur l'utilisation du solaire sur certaines applications. C'est des applications assez intéressantes et qui ont plusieurs avantages et qui répondent à certains besoins spécifiques d'utilisateurs. Premier avantage incontournable, c'est bien sûr l'avantage économique parce que ça permet de réduire des factures d'électricité qui vont aller jusqu'à 70% de réduction sur la facture et des coûts de fonctionnement qui sont assez réduits, mais aussi on a un coût d'investissement qui est plus faible que par rapport à une installation conventionnelle parce qu'il n'y a pas de gros travaux d'installation qui sont mis en place. C'est des installations qui sont autonomes et indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si on fait une installation en énergie solaire, donc sur une rue ou sur une allée par exemple, s'il y a une coupure sur l'une des lampadaires, ça n'affecte pas toute la chaîne. Ce qui n'est pas le cas quand on est connecté à un réseau conventionnel. Quand il y a une coupure, c'est toute l'allée ou la rue qui est affectée et qui n'est pas éclairée. Donc, ça permet d'avoir une certaine autonomie et vraiment une indépendance entre les différentes lampadaires qui sont installés. Bien sûr, c'est une solution écologique et qui permet d'être vers cette transition énergétique dont on parle beaucoup ces temps-ci, et surtout avec cette période de confinement. C'est une énergie assez fiable, assez stable aussi, et qui a un certain niveau de garantie et une continuité sur le fonctionnement qui est assez longue. Et bien sûr, l'avantage aussi important, on en a parlé, ça a un impact sur le coût, c'est que c'est une solution plug and play. Donc, c'est assez facile à installer. Il n'y a pas beaucoup de génie civil à mettre en place. C'est généralement des kits qu'on installe assez rapidement et qui sont pratiquement précables. Allez-y. Donc, sur ce webinaire, on a voulu répartir les thèmes qu'on va gérer en commençant par les bases, les notions de base à connaître sur l'énergie solaire. Donc, sur un éclairage solaire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les concepts de base qu'il faut connaître pour mettre en place une installation d'éclairage solaire. Puis, nous passerons à la méthode et le déroulement d'une étude solaire parce que effectivement, même si ça paraît simple, une installation d'éclairage solaire paraît simple, mais il est très important de mettre en place une étude qui permettra d'optimiser l'installation. Et puis ensuite, nous parlerons de quelques retours d'expérience avec Benoît pour finir avec le smart lighting, qui est vraiment cette gestion intelligente de l'éclairage. Mohamed? Madame Madi. Comme Madame Madi a expliqué, donc nous allons tout d'abord voir. Je suis Nahar Mohamed, ingénieur d'études dans l'exploitation photovoltaïque chez Sunji SPA. Je suis ravi de présenter ce webinaire qui portera sur l'éclairage solaire. Donc, comme Madame Madi vous a expliqué, je vais commencer par vous expliquer les notions de base à connaître sur l'éclairage photovoltaïque. Donc, nous allons commencer tout de suite par les notions de base. Donc, la première notion, c'est l'éclairage et la configuration d'un système photovoltaïque pour un éclairage. Donc, ce schéma synoptique-là présente une configuration générale pour un éclairage. Donc, on va commencer par le premier élément, c'est le module photovoltaïque ou le panneau photovoltaïque. Donc, c'est l'élément qui est responsable de transformer le rayonnement solaire en énergie électrique. Ensuite, nous avons le BMS, donc c'est le cœur de l'installation. Donc, c'est le régulateur, cet élément qui est responsable non seulement de la charge et décharge de la batterie, mais aussi la gestion intelligente de l'éclairage que nous parlerons plus tard.
D'autre part, nous avons la batterie. Donc, c'est l'élément qui va stocker l'énergie durant le jour afin de le restituer pendant la nuit. Et enfin, nous avons la LED, où c'est l'élément responsable de l'éclairage. Donc, c'est la configuration qu'on utilise généralement dans l'éclairage solaire. Bon, après avoir exposé cette configuration, nous allons maintenant passer pour l'explication des notions de base de la photométrie. Donc, dans la photométrie, il y a deux notions qui sont très utilisées disons, par les constructeurs. Donc, la première notion, c'est le flux lumineux. Donc, le flux lumineux, par définition, c'est la puissance lumineuse d'une source telle qu'elle est perçue par l'œil humain. Elle est mesurée en lumens, donc telle qu'elle est perçue directement, par exemple, dans cette figure, on voit une lampe. Et aussi, on a la deuxième notion, c'est l'éclairement. Donc, c'est l'intensité lumineuse reçue par unité de surface. Et ça se mesure en lux. Donc, on la mesure directement sur une surface. On peut prendre par exemple, à titre d'exemple, un éclairage routier. Pour se situer, nous avons un flux lumineux qui est généralement entre 6700 lumens jusqu'à 32 400 lumens. Et pour les lux, entre 7 à 25 lux. Donc, il est communément normalisé qu'un éclairage routier est entre 7 à 25 lux. Il ne faut pas moins, sinon on sera dans le noir, et pas trop non plus pour qu'on ne soit pas ébloui. Donc, après avoir exposé les grandeurs photométriques, nous allons maintenant passer à la méthode pour une étude d'éclairage public. Donc, un déroulement d'une étude pour l'éclairage solaire. Bon, pour l'éclairage solaire, la première des choses, ou la première des étapes, c'est la récolte des besoins. Donc, on va récolter les besoins chez le client. Ensuite, on va faire une étude photométrique. Donc, on va déterminer les caractéristiques photométriques et les performances photométriques de la LED. Et ensuite, l'étude énergétique, c'est-à-dire quels sont les éléments électriques pour alimenter cet éclairage. Donc, en premier lieu, on va commencer par le besoin ou la récolte de besoins. Donc, pour l'analyse des besoins dépend essentiellement des éléments suivants. Donc, on a le confort et la sécurité, c'est-à-dire les niveaux d'éclairement, et tout dépend de leur application et les zones d'application. Nous avons aussi le coût et la qualité. Ces deux éléments dépendront des budgets que le client voudra mettre sur le projet. Alors, maintenant, je vais vous expliquer la méthode de relevé des besoins du client. Donc, si le client a déjà un éclairage installé et veut garder le même niveau d'éclairement, nous allons procéder alors au relevé photométrique. Donc, c'est-à-dire que nous allons le déplacer sur site, muni d'un luxmètre que vous êtes en train de voir ici, et notre fiche de relevé photométrique. Donc, le luxmètre, c'est un outil qui va nous permettre de relever des niveaux de lux à des points bien définis. Et ces points-là, ils sont représentés dans cette fiche de relevé par des cases. Et généralement, on la situe entre deux lampadaires. Et chaque case représente une mesure. Donc, en largeur, on va la diviser sur 3 longueurs, ou 4 longueurs. Et en longueur, on va la diviser sur 6. On obtiendra des cases, et chaque case représentera un niveau de luxe. Et comme ça, on va avoir un luxe moyen et un luxe minimum et maximum. Donc, ces données-là, nous allons partir de ces points de départ pour concevoir notre solution photovoltaïque. On peut dire aussi que c'est notre contrainte d'étude. Donc, on va faire soit pareil ou mieux. Et si le client n'a pas déjà une installation, donc nous allons suivre la norme, nous appuyer sur la norme, la 13201, qui est déjà posée par des experts. Donc, on peut prendre ici, par exemple, un trottoir piétonnier ou une voie piétonne isolée de la route. On a un minimum de 7, 5 à 10 lux, au minimum, et au maximum, on a 10 à 15 lux.
pour que le piéton ait un confort, une sécurité, une meilleure visibilité, une ambiance lumineuse. Donc, après l'étape relevée des besoins du client, maintenant, je vais vous montrer l'étape de l'étude photométrique. Donc, la première étape, c'est la détermination des distances. La première distance, c'est la hauteur du mât, donc on va l'appeler H, et l'interdistance entre les poteaux. Donc, E. Et la largeur de la route, c'est L. Donc, cette hauteur du mât doit être supérieure ou égale à la largeur de la route. Et l'interdistance, elle va être y comprise entre 3,5 la hauteur du mât jusqu'à 4 fois la hauteur du mât. Donc, pourquoi on calcule ces grandeurs-là? C'est en fait pour optimiser non seulement la puissance de chaque LED, et optimiser aussi le nombre sur une certaine longueur de route. Donc, une fois on a ces distances, donc l'interdistance entre les poteaux et la hauteur des mâts, donc on est prêt maintenant à aller rentrer dans un logiciel de simulation. Donc, il va nous amener à Dialux. Donc, Dialux est un logiciel de simulation photométrique. Il est connu par les éclairagistes. Donc, il nous permet de simuler notre performance photométrique des LED et s'assurer qu'on a vraiment ces lux moyens et ces niveaux d'éclairement qui sont déjà prédéfinis dans notre cahier des charges. On peut prendre ici, par exemple, vous pouvez voir dans cette figure-là, c'est un exemple d'un projet qui a été réalisé à une usine à Alger. Donc, on a simulé cette usine et on a simulé des LED pour l'éclairer de certains des chemins de cette usine. Cette usine est subie à des règlements très stricts en termes de sécurité. Donc, vous pouvez voir ici les résultats des simulations. Donc, on a une moyenne de lux, 20 lux jusqu'à 40 lux au maximum. Donc, cette figure-là, la figure 6, vous pouvez voir ici, cette zone-là, un éclairement intense d'un lux 40. Donc, on est à 40 lux ici. Donc, pourquoi cette zone est fortement éclairée? Parce que c'est une zone de chargement. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'allées-venues d'éclat. Donc, on doit bien éclairer cette zone-là. Et on a une autre zone ici, c'est la zone d'entrée des camions. Donc, on peut voir ici des zones rouges, donc c'est des 30 lux. Donc, c'est une zone doit être vraiment éclairée. Et la figure qui est à droite, c'est une simulation réelle. Donc, c'est une simulation réelle des performances. On peut voir ici une intensité de lumière. C'est 40 lux. Et ici aussi, comme on avait dit, la rentrée des camions. Donc, cette étude-là, photométrique, qu'est-ce que nous a permis d'avoir? Elle nous a déjà permis d'avoir une puissance du luminaire ou de la LED, d'avoir aussi le flux lumineux de la LED que doit avoir la LED, la hauteur du mât et la distance entre les mâts. Donc, après avoir déterminé ces grandeurs-là à partir de l'étude photométrique, nous allons maintenant passer à l'étape suivante, c'est comment alimenter cette puissance électrique. Donc, dimensionner les éléments électriques qui vont nous permettre d'alimenter cette charge ou cette LED. Donc, bien sûr, le premier élément, c'est le choix de la LED. Donc, le choix de la LED dépend essentiellement de la puissance électrique. Elle est mesurée en watts. Le flux lumineux et l'éclairement, on a déjà parlé de ces grandeurs photométriques. On a aussi d'autres grandeurs photométriques, c'est la distribution lumineuse, les caractéristiques de la lentille, le type de LED et le moteur optique. Donc, à défaut de temps, on ne peut pas expliquer ces grandeurs-là. Aussi, nous avons un autre élément très important, c'est la batterie. Donc, le dimensionnement de batterie dépend essentiellement de la puissance du luminaire qu'on va alimenter. Le besoin en autonomie en jour. Le profil d'éclairement, donc soit on est en éclairage à 100% ou éclairage intelligent. Donc, on va voir ces profils-là un peu plus tard. La technologie aussi de la batterie. Donc, soit on est en EMH ou on est en gel. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, ça, c'est les technologies de batterie. Donc, dans le solaire, généralement, on a trois types de technologies qui sont utilisées.
Donc, la première, c'est le plomb. Et la deuxième, c'est la lithium-ion et l'UNIMH. Et bien sûr, chaque catégorie de batterie a des avantages et inconvénients. Donc, le plomb, généralement, son premier avantage, c'est le coût. C'est la batterie, généralement, la moins chère sur le marché. Ensuite, on a l'inconvénient, c'est le cyclage limité, c'est-à-dire une durée de vie vraiment pas très importante par rapport au coût d'investissement. On a le lithium-ion, donc c'est donc l'une des caractéristiques, c'est ça, vraiment sa durée de vie parce qu'il il peut supporter des profondeurs de décharge très profondes. On a aussi l'un de ses inconvénients, c'est le fonctionnement dans une gamme de température vraiment très limitée. Donc, on n'est pas vraiment à l'aise en fonctionnement. Ensuite, nous avons le NIMH. Donc, le NIMH, c'est maintenant la technologie la plus utilisée dans l'éclairage solaire. Déjà parce qu'il a un cyclage de vie très important, donc il a une durée de vie très importante. Il a aussi un fonctionnement en température extrême qui est vraiment adéquat pour l'utilisation dans des zones sahariennes, dans l'océan algérien. L'une de ces inconvénients, c'est l'autodécharge, c'est-à-dire si on n'utilise pas notre batterie pendant une durée très longue, on risque de la perdre. Donc ensuite, nous avons le dimensionnement du module, donc un module photovoltaïque. Le dimensionnement du module photovoltaïque dépend essentiellement de la capacité de la batterie qu'on va charger, les radiations solaires disponibles dans la zone en question, la surface disponible exploitable. Il faut savoir parce que le panneau solaire il est situé sur la hauteur du mât, donc automatiquement on a une grande prise au vent. C'est pour ça qu'on parle de surface disponible. On a la technologie des cellules, donc ce sera soit du poly ou mono au PERC. On a aussi pour les choix des éléments, on a le régulateur, comme je vous avais dit, c'est le cœur de cette installation-là. Donc, le choix de ce régulateur dépend de la puissance du panneau, la puissance et la tension du le panneau photovoltaïque, la puissance et la tension du luminaire en question qu'on va alimenter, le type de la batterie. On parle de type de la batterie parce que quand on charge une batterie à gel ou on charge une batterie à NIMH, ce n'est pas le même algorithme. Donc, on doit vraiment voir ce côté-là. On a le profil d'éclairage. Donc, on est dans une gestion intelligente de cet éclairement, la commande d'éclairement. Donc, on va les voir on va les voir plus tard. On a aussi l'éclairage commandable. Donc, est-ce que cet éclairage est adapté à ce BMS ou à ce régulateur-là pour qu'il soit commandable comme on veut? Donc, comme je vous avais dit, donc le BMS a des profils de charge et c'est une gestion intelligente de cet éclairage. Donc, pourquoi une gestion intelligente des éclairages? Déjà, d'un premier lieu, c'est pour économiser notre batterie, pour être moins encombrant et économiser aussi diminuer la taille de notre panneau. Et on va optimiser notre solution côté aussi budgétaire. Donc, premier lieu, nous avons le premier mode que je vais vous exposer, c'est le mode dimming. Donc, le mode dimming, comme vous pouvez voir ici, il y a des niveaux d'éclairement différents durant la nuit et aussi des durées de chaque niveau d'éclairement. Donc, on peut prendre ici, par exemple, après le coucher de soleil, on a un certain niveau d'éclairement pour une certaine durée. Et ensuite, nous avons un autre niveau d'éclairement pour une autre certaine durée. Et avant le coucher de soleil, on a un niveau d'éclairement avec une durée. Et pendant la nuit, ici, vous remarquez qu'on a baissé le niveau d'éclairement afin d'économiser cette batterie-là. Durant certaines périodes de la nuit, on n'aura pas besoin d'un éclairage important. Le deuxième mode, c'est le mode détection de présence. C'est un mode maintenant c'est le plus utilisé dans l'éclairage solaire. Ça nous permet, comme je vous avais dit, d'économiser notre batterie, d'avoir un panneau un peu plus réduit. Donc, nous avons deux éclairages, deux niveaux d'éclairement. Donc, le niveau bas, donc sans détection, et un niveau éclairement haut avec détection. Et une durée de détection. Ça veut dire si on détecte il y a un mouvement, on détecte une présence, on a déjà
un changement de niveau d'un niveau bas à un niveau haut, et cet état va durer une certaine durée. Donc, ce qui est déjà, c'est important de savoir, même pour le dimming, c'est les paramètres durée et niveau d'éclairement sont issus de notre étude. Donc, dès que nous avons fait notre étude, on pourra déterminer ces niveaux-là. Donc, ils dépendront directement de notre étude. Le troisième niveau, donc, c'est un niveau combiné entre détection de présence et mode de dimming. Donc, certaines applications nécessitent par exemple, si on est en milieu de la nuit, on a une présence, on a besoin de voir à 100% ou à un certain niveau d'éclairage assez élevé. Donc, on a besoin de voir, on a besoin de cet éclairement-là. Donc, on a intégré la détection de présence dans le mode de dimming. Donc, c'est une solution, je crois que c'est une solution très, très adaptée, très optimale. Voilà, c'était tout pour moi pour les niveaux. Je laisse la parole à Madame Madi. Je vous remercie. Zhol, on n'entend pas ton micro. Désolée. Donc, merci Mohamed pour cette intervention qui a été très riche. Donc, on a pu voir les notions de base sur l'éclairage solaire, comment on détermine les besoins, comment on fait une étude. Et c'est très intéressant. On commence à avoir quelques questions. Donc, je vais commencer à prendre la première question. Quelle est la durée de vie des LED utilisés par Sungy? Myriam? Oui, merci pour cette question. Et rebonjour à tous les participants. Je vois qu'il y en a encore certains qui avaient du mal à se connecter, mais vous êtes beaucoup plus nombreux. Avant de répondre à cette question, je vais remettre dans le contexte. Merci Mohamed de nous avoir partagé la méthode. Et le message que l'on souhaite vous passer ici, c'est que, comme on vous le montre sur les 4 webinaires, chaque application a une démarche d'étude qui ne prend pas beaucoup de temps. Hein. On a tous les modèles, on a tous les protocoles et on a les appareils. Ici, c'est le luxmètre. Mais c'est important de calibrer vos besoins. Vous serez encore plus à même d'avoir le bon budget adapté à ce que vous souhaitez faire. Pour résumer ce que vous disiez, Mohamed, soit vos besoins sont déjà existants parce que vous avez déjà des lampes sodium, par exemple, et alors on vient et votre niveau d'éclairement vous suffit, alors on vient mesurer votre niveau d'éclairement et on reproduit le même avec de la LED et de toute la combinaison solaire. Soit vous ne savez pas parce que c'est un nouveau chantier, une nouvelle usine ou une nouvelle résidence. Et dans ce cas-là, comme vous l'a démontré Mohamed, il y a des normes internationales qui existent et on s'y cale. Ce que l'on fait après dans les études photométriques, c'est encore une fois de calibrer ce besoin. Et dans une usine, comme il vous l'a expliqué, les besoins d'éclairement ne sont pas les mêmes. Si on est dans une usine agroalimentaire, comme il vous le disait, dans lequel il y a des chargements, déchargements, les camions qui viennent embarquer, la logistique, des endroits où il faut particulièrement de la lumière parce que vous avez des besoins de précision, alors on sait parfaitement, et c'est ce que vous démontrera Benoît dans la deuxième partie de cette étude, on sait parfaitement calibrer différents besoins en isolant des zones et on va jouer sur les hauteurs, sur les puissances, sur les interdistances. Et donc, c'est encore un métier spécifique sur lequel, Sungy, on est formé et informé très régulièrement. Et lorsqu'il y a des compétences particulières, on a des partenaires sur l'électronique, sur la chimie des batteries, etc. Ce que vous disiez aussi très justement, Mohamed, dans sa méthode, c'est qu'une fois qu'on a calibré ses besoins, il est important de regarder les 4 composants. Et c'est les 4 composants que l'on va dimensionner. Bien sûr, la puissance photovoltaïque, le choix de la batterie, l'électronique qui vient alimenter et jouer en fait, et piloter tout ça, c'est toujours le cœur du réacteur. Et puis bien sûr, la LED. Donc, les durées de vie des LED que l'on utilise chez Sungy, ce sont des LED qui sont garanties 5 ans minimum et qui ont des durées de vie jusqu'à 10 ans. Et elles peuvent aller beaucoup plus loin en fonction de la façon dont on va utiliser cette LED. Les LED, en fait, elles se mesurent, la durée de vie des LED, pardon, elles se mesurent en heures d'ensoleillement, en heures d'éclairage, pardon. C'est des heures de fonctionnement pour les LED. Aujourd'hui, on va aller chercher des LED qui sont des LED Philips qui sont elles-mêmes fixées sur une carte électronique, par exemple. Et ensuite, ces différentes puissances sont additionnées pour aller vous donner le meilleur confort. Bien sûr, on va jouer aussi sur les angles d'inclinaison de cette LED pour avoir soit une profondeur de puissance,
donc d'éclairage, soit une longueur plus importante. C'est ce que vous présentez, Mohamed, dans le protocole de relevé qu'il fait. Il va chercher à 3 mètres, 6 mètres, 9 mètres en profondeur, donc en largeur, et également sur les côtés, ce qui lui permet d'avoir là aussi les besoins les mieux calibrés pour aller choisir la puissance de la LED. Et on joue encore une fois sur un certain nombre d'autres paramètres. C'est délicat de résumer tout ça en 1 heure et demie. On veut juste vous montrer qu'il y a un certain nombre de méthodes et ce qui va vous aider à vous poser les bonnes questions pour qu'on vous accompagne après sur ce dimensionnement-là. Merci Myriam. Je continue un complément de cette première question. Et quelle est la durée de vie de la batterie NiMH? Nous avons perdu Myriam, je pense. Mohamed? Non, je suis là, c'était juste, je réglais ma... D'accord, super. Donc, la durée de vie d'une batterie en IMH, elle est entre 1500 à 2000 cycles. Parce qu'on parle généralement de cycles. C'est mieux défini. Donc, elle est entre 1500 jusqu'à 2000. Myriam, tu veux compléter sur ça? Oui, la NIMH, c'est le minimum, ce que disait Mohamed. Il a raison, c'est le minimum qui est garanti. Donc, c'est la durée garantie. Après, c'est des batteries qui vont durer très longtemps parce qu'elles ont une très bonne amplitude thermique et une très bonne profondeur de décharge. En fait. Donc, c'est des batteries avec lesquelles on aime bien travailler parce que le nickel est éprouvé, il va résister à plusieurs environnements très critiques. Et comme vous le disiez, Mohamed, il va y avoir à ce moment-là des améliorations et des meilleures adéquations, voilà, cherchez le terme, pardonnez-moi, pour l'éclairage. Parce qu'elle peut se vider et se charger régulièrement, ce qui est nécessaire pour l'éclairage parce qu'on va solliciter la batterie très fréquemment. Et c'est des batteries, comme on vous le disait il y a 2 jours et hier, qui sont éprouvées aujourd'hui par leur expérience là-dedans, qui ont surtout été utilisées dans l'aéronautique, donc dans les avions, dans les sous-marins, et elles vont résister à une grande diversité de pression atmosphérique. On travaille avec des marques françaises, des marques allemandes qui ont permis aujourd'hui de beaucoup les éprouver. On les a installées à Adrar, on les a installées à Sétif, on les a installées à Béjaïa, à El Golea, à Tipaza. Et aujourd'hui, elles ont un très, très bon retour et elles tiennent très, très bien. Après, dans la batterie et dans la chimie de cette batterie, tout est lié à l'enveloppe et à la protection que l'on donne à cette batterie. Typiquement, ce qui vous expliquait Mohamed sur les différents profils d'éclairage, eh bien, en fait, c'est pour solliciter le moins possible la batterie et économiser finalement à l'investissement sur cette batterie. Parce qu'on sait qu'un éclairage, si on isole la partie ramadan où c'est particulier, où on vit plutôt la nuit, sur un éclairage, on sait qu'a priori, quand la nuit tombe, on va avoir des besoins d'éclairage importants. Mais à partir de minuit, 1 heure du matin, l'intensité et la vie diminuent un peu, donc il y a moins de passages, les gens sont au sommeil. Donc à ce moment-là, on va diminuer l'intensité lumineuse, donc on va prendre moins de kilowattheures dans la batterie, ce qui va favoriser aussi son durée de cyclage et sa durée de vie. Donc, toutes les batteries ne sont pas adaptées à tous les environnements. Je vous renvoie à notre webinaire d'il y a 2 jours là-dessus. Et ce que vous avez sélectionné, Mohamed, ici, c'est uniquement les batteries adaptées pour l'éclairage. Merci Myriam. Autre question, avec quel logiciel faites-vous les simulations de l'étude photométrique? Mohamed? On a parlé, c'est le logiciel Dialux. Donc, ça nous permet de simuler les performances photométriques de la LED. Donc, on va voir les lux moyens et min et max. Et comme ça, on va savoir si on répond bien à notre cahier de charge ou pas. Ok, merci Mohamed. Autre question, est-ce qu'on place pour chaque lampadaire un détecteur de présence pour le réglage de l'intensité? Oui, tout à fait. Donc, généralement, c'est chaque lampadaire a sa propre détection. Parce que si on a une détection dans une zone, donc seulement c'est le lampadaire qui est là, il va s'allumer à un certain niveau. Donc, chaque luminaire a son propre détection, capteur. Myriam, tu veux compléter avec quelque chose?
Oui, Mohamed a très bien répondu. En effet, c'est en fonction du besoin parce qu'il y a des clients qui n'ont pas besoin de détecteur de présence ou il y a des zones où on n'a pas besoin de détecteur de présence, donc on n'aura pas ce petit capteur finalement de mouvement. Et sinon, effectivement, il est placé à chaque niveau. Pour Dialux, oui, on utilise ce logiciel open source programmé et partagé par cette université allemande. Après, il y a des modèles un peu plus élaborés de Dialux Pro. On peut tout à fait le mixer avec d'autres outils, comme vous le montrez, Mohamed, de dimensionnement photovoltaïque et également de modélisation 2D, 3D. Ce que va vous montrer Benoît juste après sur la façon dont on travaille, c'est qu'effectivement, on prend la base de l'usine et puis on la redimensionne, on la recalibre avec des AutoCAD comme toujours ou avec d'autres logiciels pour pouvoir aller encore mieux simuler la lumière. Merci Myriam. Une autre question. Donc, pour choisir notre solution d'énergie solaire en LED, est-ce qu'il faut la choisir selon des watts ou un autre indicateur? J'ai pas bien- Excusez-moi, j'ai pas Alors, bien entendu. Alors, la, oui, vas-y Myriam. oui, donc en fait, il y a les watts. Oui, c'est ce qui est en général connu pour les lampes. Mais aujourd'hui, comme vous le montrez Mohamed, c'est pour ça qu'on a commencé par ces notions de base de grandeur photométrique. Il s'agit plutôt de parler en lumens. La lumens, c'est l'unité de valeur, l'unité de mesure qui mesure la lumière. Et on mesure cette lumière au départ du flux. Donc là, vous savez ce que vous allez avoir et vous pouvez comparer plusieurs lampes entre elles. Mais ensuite, ce qui est important également, c'est les lux données. Donc, c'est les lumens qui atterrissent sur une surface, pour faire simple, comme vous l'a démontré Mohamed. Donc, en effet, ici, on a besoin d'avoir les deux. Et en fait, on mesure l'efficience ou l'efficacité énergétique d'une LED en ajoutant, enfin en combinant les deux mesures, les lumens par watt. Et là, vous avez exactement la capacité d'efficacité énergétique de cette lampe et c'est le critère qu'on préfère. Quand on a eu à former les bureaux d'études du ministère de l'Habitat en Algérie, quand on a eu à exposer à nos clients, les grands institutionnels, pour ne pas les citer, mais notre grande compagnie nationale pétrolière, mais également notre grande compagnie de utility gaz et électricité, ainsi que tous les organes d'efficacité énergétique, on a vraiment réussi à leur démontrer qu'aujourd'hui, l'intérêt pour comparer des lampes, quand on fait de l'efficacité énergétique et de l'énergie solaire, il faut combiner les deux, des lumens par watt, parce que vous allez avoir à la fois l'intensité lumineuse et la consommation énergétique. C'est pas plus compliqué. Il faut faire attention également à quelques brochures marketing qui sont assez mensongères, disons-le. Et donc là-dessus, il est important de le mesurer avec un luxmètre et de prendre un tensiomètre ou n'importe quel enregistreur pour aller voir la tension que vous avez, la tension que vous sortez. Enfin, tout ça, ça se mesure. On est équipé pour, nos partenaires également, et on vous fiabilise complètement cette information. Lumens par watt, on est vraiment adapté pour faire et de la consommation et de l'efficacité. Merci Myriam. Autre question, pour un site au sud algérien où les températures sont assez élevées, qu'est-ce que vous préconisez comme type de batterie? Alors là-dessus, je ne sais pas si je vais répondre. En fait, comme c'est dépendant de la température extérieure, vous faites très bien de le dire, il va également y avoir en prise en compte la poussière, le vent et cette amplitude finalement thermique. Donc là, comme ça, sans regarder, sans étudier, si on était en décentralisé, on recommanderait du NIMH. Si on peut avoir quelque chose de centralisé dans un local qui va être ventilé, aéré, climatisé, on peut tout à fait mettre du lithium, voire du plomb. Mais le lithium et le plomb ont des limites en termes de température extérieure. Donc, ils fonctionneront bien quand on est à 25-30 degrés au maximum. De la même façon, le NIMH à l'extérieur doit être protégé, doit avoir une enveloppe qui permet de le protéger. Le lithium et le plomb en extérieur, dans le désert algérien, quand on passe Biskra, on ne recommande pas du tout. Enfin, je le dis avec le cœur et la passion, j'ai même fait une grimace, mais ça ne va pas marcher pour une raison toute simple, c'est que les batteries ne vont pas fonctionner. La chimie n'est pas faite pour ces températures. Donc ça aussi, on a malheureusement trop vu dans notre pays et ailleurs
des batteries qui sont exposées en plein soleil, alors qu'on sait très bien, et c'est écrit sur la notice, qu'elles ne fonctionnent pas au-dessus de 25 degrés. Donc 25 degrés, Biskra, vous les atteignez dès le mois de mars. Merci Myriam. Une dernière question, je pense. Souvent, quand on passe dans de grands axes routiers, on voit des luminaires solaires qui ne s'allument pas. Comment vous évaluez ça? Une bonne question. Merci de me donner l'occasion d'y répondre. Mais ça nous rend triste aussi, mais on s'accroche et on ne perd pas notre passion. Oui, la seule raison, on a beaucoup étudié ça, j'ai été regarder moi-même, je suis montée sur des grues, j'ai été comprendre avec les ministères, avec les collectivités locales, avec les décisionnaires. C'est souvent la batterie qui n'a pas été dimensionnée qui n'a pas été choisie pour s'adapter à ça. Passe aussi souvent le problème de la LED, c'est-à-dire que vous avez une LED qui n'était pas... Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment de l'électronique. Donc, soit elle a été mal fixée sur l'électronique, soit l'électronique a un problème de soudure avec la LED, donc il ne communique pas, donc la LED ne s'allume pas, soit c'est un problème de câblage. Ça peut être un problème également de dimensionnement du panneau. Et moi, ce que j'ai constaté plus souvent, c'est la batterie qui a été mal choisie. Alors, on a mis une batterie voiture pour allumer une lampe à 55 degrés. Je l'ai vu aussi côté Akbou, je l'ai vu aussi côté Bojbarelid, je l'ai vu aussi à Béchar, à Adrar. Les problématiques sont assez différentes, même à l'aéroport d'Alger, on en a. Ce qui se passe, c'est la connectique n'est pas bonne, la batterie n'a pas été remplacée ou n'est pas la bonne chimie de batterie pour cet usage. Et puis encore une fois, des LED qui ne sont pas faites. On a vu beaucoup de lithium, toutes petites batteries lithium qui doivent faire fonctionner des LED 20 watts, 40 watts sur une nuit. Donc, ça ne marche pas. Au bout d'une heure, 2 heures, la batterie est déchargée. Elle a été en décharge profonde. Le lendemain, il y a un éclairement qui va la rebooster pour la charger. La batterie, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas être en décharge profonde trop longtemps. Voilà, pour faire simple, c'est vraiment pas suffisamment étudié. Mais on est capable de refaire du repowering, c'est-à-dire qu'on a fait des études avec Benoît, Mohamed et le reste des équipes pour étudier sur l'aéroport d'une grande ville en Algérie, par exemple. Voilà, on regarde ce qui s'est passé, on peut garder la LED, on peut garder la batterie ou la connectique ou l'électronique et on refait du repowering. Quand tout est HS ou quand tout a été mal dimensionné, c'est beaucoup plus efficace et moins cher de reprendre à zéro. Mais là aussi, on est extrêmement positif et on a on est encouragé à cela parce que malheureusement, ça a été de l'argent mal dépensé, mais ça a permis de prendre conscience que c'est un métier, l'éclairage, comme le photovoltaïque, comme l'énergétique, comme l'électronique, c'est un métier et il faut combiner plusieurs compétences et plusieurs métiers pour pouvoir être bien accompagné. C'est aussi ce qui s'est passé avec le ministère de l'Intérieur et c'est pour ça qu'on a formé et qu'on forme encore aujourd'hui à travers ces webinaires toutes les parties prenantes de façon complètement gratuite et open parce que nous, notre souhait, c'est que l'énergie solaire se développe et qu'elle se développe correctement pour qu'elle ait un bel avenir et que ce soit des bons exemples. Donc, on continuera de transmettre ces méthodes pour qu'on arrive à des projets mieux calibrés, mieux financés et qui fonctionnent 10 ans, 15 ans comme on a le droit de voir sur des belles solutions. Merci Myriam. J'insiste aussi sur cette partie-là. Effectivement, donc pour mettre en place, même si c'est des solutions qui paraissent très simples à installer, qu'on a l'impression que c'est juste des lampes à mettre en place, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, c'est des études qui doivent être mises en place, qui correspondent vraiment aux besoins pour pouvoir coller aux besoins spécifiques du site en question, mais aussi il y a des dimensionnements à mettre en place, il y a des programmations à mettre en place pour permettre vraiment cette efficacité de l'installation. Ça me permet de faire la transition pour te donner la main, Benoît, qui va nous parler un peu plus sur des cas concrets d'études qui ont été faites pour garantir vraiment ce niveau d'exigence à nos clients et répondre à des besoins bien spécifiques. Donc, il va nous parler de deux grands projets sur lesquels on a travaillé. À toi, Benoît. Merci Madame Mali. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benoît Arnal, directeur général de Indigo Énergie Algérie et partenaire de Sungy sur les activités d'éclairage à LED et en particulier de luminaires solaires.
Je vais vous parler de plusieurs solutions dans l'éclairage solaire et du coup reprendre avec vous la méthodologie que nous utilisons dans un projet. Comme Mohamed vient de vous présenter, on démarre par la définition des besoins. Et la première orientation générale d'un projet se destine, est-ce qu'on est dans un éclairage solaire centralisé ou décentralisé? On vient d'en parler. En décentralisé, c'est le lampadaire autonome qu'on vient de voir. C'est-à-dire que chaque point lumineux, chaque candélabre, possède son propre système d'énergie avec un panneau solaire, une batterie et une électronique pour gérer tout ça, le BMS, avec tous les avantages qui ont été expliqués juste avant. Pour cela, je vais parler des deux catégories principales, ici All-in-One et All-in-Two. Dans le All-in-One, le panneau solaire est juste au-dessus du module de LED, ici. Et donc, le panneau n'est pas forcément orienté vers le sud pour avoir le maximum d'ensoleillement. On voit ça sur la photo. La LED d'un côté, le panneau solaire de l'autre. Dans le All-in-Two, le luminaire est orienté de manière à éclairer dans la bonne direction. De même que le panneau est orienté de manière à recevoir le maximum d'énergie solaire et donc recharger correctement la batterie, donc indépendamment de l'orientation du luminaire. Ce mode All-in-Two permet aussi d'avoir une meilleure optimisation thermique, car il faut éviter que la chaleur ne s'accumule autour d'une batterie pour optimiser sa durée de vie. Là, je vous montre la photo d'un luminaire All-in-Two installé en Kabylie. On voit même les nids de cigognes. C'est le premier lampadaire solaire qui a été installé en Algérie par Indigo Énergie il y a 4 ans. C'était avec une batterie lithium. On en a parlé au sujet de la température. Là, nous sommes en effet dans le nord de l'Algérie. Concernant l'éclairage solaire centralisé, cela revient à rassembler tous les panneaux solaires au même endroit et toutes les batteries au même endroit. Par contre, chaque luminaire sera réparti selon le meilleur endroit à éclairer, tel que l'étude photométrique l'aura défini. Cela aura des avantages au niveau de l'optimisation de l'énergie, la production et le stockage étant au même endroit. Mais cela apporte aussi la contrainte d'enterrer des câbles d'alimentation des luminaires. On voit ici un projet d'éclairage centralisé qui a été installé au marché de Gros à Tipaza avec une centrale solaire sur la toiture. On voit ici et ici. Les batteries sont dans un local juste en dessous et l'ensemble alimente un réseau d'éclairage à LED qui est réparti sur tout le site du marché de Gros. Je vais vous présenter maintenant un projet d'éclairage avec l'utilisation de ces techniques de production d'énergie solaire et de stockage d'énergie. C'est le projet d'éclairage pour une usine en Algérie. Le site a déjà démarré la construction et on nous a demandé d'éclairer tous les extérieurs de l'usine. Donc le client nous donne son plan de masse. On voit ici le bâtiment de l'usine, ici, avec toutes les zones extérieures et la zone de l'entrée de l'usine, ici, avec un accès tout en bas à une route. Ici, il y a un parking visiteur. Au fond, c'est la zone de chargement des poids lourds. Et ici à gauche, le parking des employés. Pour ce projet, c'est le cas d'un client qui donne plusieurs objectifs à son éclairage. Il cherche d'une part à sécuriser le site en ayant un éclairage minimum pendant toute la nuit, il y a un gardien, et on devait imaginer l'utilisation de détecteurs de mouvement. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'éclairage doit être à une puissance réduite toute la nuit pour moins consommer, mais en cas de détection d'un piéton par les capteurs de mouvement, les LED passent automatiquement à leur puissance maximale. Pour les zones de chargement des poids lourds, il faut au contraire un éclairement au sol qui est très important sur des zones bien définies. Comme cette zone est assez éloignée dans l'usine, il a été choisi d'alimenter les LED avec une mini-centrale solaire en autoconsommation. Les panneaux sont placés sur la toiture, ici. Et les batteries, on a mis des batteries en plomb gel qui sont placées à l'intérieur du bâtiment. Pour le parking des employés, il faut au contraire un éclairement très homogène. C'est encore le logiciel de simulation d'éclairement, Dialux, qui a permis d'adapter les lentilles optiques. Donc la lentille, très rapidement,
s'ajoute aux composants LED pour guider les photons, la lumière, selon une ouverture du faisceau lumineux plus ou moins grande, par exemple 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés, de manière à projeter la lumière sur une zone plus ou moins large. Le choix de la lentille fait partie aussi de l'étude photométrique. Pour le parking visiteur, ici, il faut imaginer les voitures qui rentrent, il y a 3-4 places pour des voitures. Il a été choisi des luminaires solaires qui polluent tout, comme j'expliquais, pour que les panneaux soient ici bien orientés et recevoir le maximum de soleil, indépendamment de l'orientation du luminaire et du faisceau lumineux. Le choix du luminaire autonome, ici, était donc plutôt un objectif d'esthétique, on va dire d'image de marque. Il y a aussi l'éclairage à l'entrée de l'usine, avec des contraintes d'éclairement de type routier, rendre en gros visible l'usine, tout en n'éblouissant pas les véhicules qui circulent. Je vais faire maintenant un zoom sur l'entrée de l'usine. Ici, voilà, juste l'entrée de l'usine. Et le client nous a fait des demandes bien spécifiques sur cet endroit-là. On voit ici l'éclairage du portail, l'entrée étant ici, le portail d'entrée est là, avec une zone plus éclairée au niveau de la grille du gardien, c'est cette zone-là. On y aura mis des projecteurs de ce type. Il y a une zone à très fort éclairement ici, à l'endroit où arrivent les chauffeurs routiers. Donc le poids lourd, il stationne ici et il doit faire des étapes administratives. Donc on a utilisé un luminaire à très forte puissance et une lentille optique de petite ouverture pour bien concentrer la lumière. On voit ici, toutes ces taches-là, des luminaires solaires. Donc c'est pour la zone de parking des visiteurs, avec un éclairage qui devient plus intense lorsqu'un visiteur approche, par exemple une voiture qui se gare ou un piéton qui vient récupérer sa voiture. C'est donc la détection de présence. Là, on a mis des luminaires de 30 watts avec des batteries en NiMH, le but étant de tenir une durée de vie très longue, comme on l'a expliqué, malgré des températures assez importantes. Enfin, ici, toute celle-là, ici, on voit une partie du chemin d'accès vers l'entrée du bâtiment de l'usine, donc c'est une zone piétonne. Du coup, nous avons choisi des luminaires avec un très bon design. Donc, vous voyez cet exemple de rendu lumineux, même sur une zone très restreinte, ce n'est que la zone d'entrée de l'usine, montre la variété des configurations pour expliquer des différents choix. Et du coup, la bonne combinaison pour avoir une solution globale d'éclairage. Donc, à travers ça, pour reprendre les étapes d'un projet d'éclairage, nous avons vu qu'un projet comme celui-ci peut être utilisé dans sa globalité pour comprendre les attentes d'un client. En effet, chaque zone a des objectifs différents sur le plan d'éclairage et l'étude montre cette optimisation technique et financière. C'est le cas du choix des LED. On a vu la puissance, le type de LED optique, de lentille optique, pardon, et le choix des hauteurs de main et d'interdistance entre les mains. Sachant que l'étude de simulation permet d'optimiser pour chaque point lumineux la hauteur des LED, la direction dans laquelle est projetée la lumière, mais aussi l'inclinaison d'un luminaire par rapport au sol. Tout ça, Dialux permet de le donner. Ensuite, on a fait le choix de la batterie, la capacité selon l'autonomie et la technologie de la chimie sélectionnée. Donc, on utilise une chimie différente dans la centrale solaire en autoconsommation et une autre chimie au niveau des luminaires solaires autonomes parce que la batterie est exposée à la température ambiante. On a fait aussi un choix de panneaux solaires, un choix de fixation, c'est-à-dire qu'on a des panneaux qui sont posés sur la toiture du hangar industriel et d'autres, Mohamed le disait tout à l'heure, qui sont en haut d'un mât de 6 mètres et donc on doit prendre en compte de la prise au vent. Dans tout ce projet aussi, on a dû faire des choix d'électronique de gestion, donc des profils d'éclairage avec du dimming, dans certains cas, un détecteur de présence. Et enfin, on a parlé d'un choix d'alimentation de ces luminaires avec, je disais, un lampadaire autonome et
plusieurs, et une mini-centrale solaire. Je voudrais vous présenter maintenant un deuxième projet d'éclairage. Merci Benoît. Juste avant que tu passes sur le projet du golf, Oui. je ne sais pas si je suis la seule, mais on a peut-être des petits grésillements sur le son. Et je ne sais pas si ça te fait la même chose. Un peu, mais on l'entendait bien, je pense. Je ne sais pas si tout le monde l'avait. Voilà. Super, si tu peux mettre un peu le volume. Merci beaucoup. Oui, alors sur ce projet qui est, comme tu le disais, à Boufarik, l'installation pour le client était une nouvelle usine qui s'étend sur de nombreux hectares. Et c'est pour ça qu'on a travaillé en étroite collaboration avec les équipes du client pour savoir comment ils allaient circuler finalement le jour et la nuit sur ces grands espaces. Après, on a tout ce que tu disais, les problématiques d'ombrage, l'usine qui va avoir différents niveaux, parfois des zones couvertes, parfois des zones découvertes, et ça ne va pas avoir les mêmes, du coup, besoins d'éclairage qu'on a déclinés. Tous ces équipements que l'on a scrupuleusement choisis et soigneusement dimensionné avec le client lui a permis d'avoir une bonne connaissance et une bonne répartition tout en gardant une certaine homogénéité bien sûr de la partie esthétique et de la partie de ses besoins. Le tout étant centralisé, une fois qu'on a bien calibré en étroite collaboration avec le client ses besoins et les choix pour optimiser les budgets, pour optimiser les batteries et les temps d'installation, c'était possible ensuite de pouvoir dimensionner sur l'ensemble de l'usine chacune de ces zones-là. Ça a été très complet et quelque chose qui nous a poussé finalement à challenger et aller chercher à chaque fois les meilleurs angles, les meilleures têtes de LED qui étaient fournies par notre partenaire Indigo. Donc, c'est typiquement le cas d'une étude détaillée qui, vous avez l'impression comme ça peut-être que c'est un peu trop compliqué, mais ça va très vite. Nous, c'est vraiment notre métier. Benoît, il prend les calibres et il regarde avec Mohamed et Zol qu'est-ce que l'on souhaite faire à cet endroit. On va choisir les meilleurs LED et on vient avec des variantes. On vous conseille, on prend le temps d'expliquer pourquoi là c'est mieux, budgétairement, etc. Et après, une fois que tout ça est mis en service, on peut encore tout à fait changer l'électronique, c'est-à-dire qu'on peut changer les paramétrages, on peut remettre de la batterie ou en enlever. Donc, quand les LED sont fixées, elles sont fixées. Mais je veux dire, dans la phase d'exploitation, on est encore là pour nous assurer que le besoin qu'on a dimensionné ensemble et ce qui vous est livré et mis en service correspond bien à ce que vous aviez imaginé. Là, je suis ravie de laisser Benoît présenter un projet qui nous a beaucoup challengé aussi il y a 2 ans et demi, avec une problématique assez intéressante, assez instructive. Si vous voulez, je peux poursuivre sur un deuxième projet. Nous arrivons sur ce projet. Donc ça, c'est à la demande d'une académie de golf au Maroc qui reçoit les meilleurs joueurs du monde et qui voulait proposer de prolonger les heures d'entraînement en début de nuit. C'est aussi le moment où il fait le moins chaud. Donc dans cette académie, c'est un endroit où des golfeurs de niveau international viennent s'entraîner, un practice de golf, avec 4 zones d'entraînement. Chaque zone correspond à des gestes d'entraînement spécifiques. Les joueurs travaillent leur swing, soit avec des tirs très longs, faut imaginer 200, 300 mètres, soit des tirs moyenne distance, mais avec plus de précision, et aussi une zone où ils travaillent la grande précision pour faire entrer la balle de golf dans le trou. Donc la demande était de faire un éclairage solaire, impérativement, pour un aspect environnemental. Nous ne pouvions pas mettre les panneaux dans des zones de tir, évidemment, mais on pouvait utiliser les surfaces en toiture des bâtiments pour placer les panneaux solaires. Il fallait aussi que l'esthétique de tout le système soit très design, mais reste discrète. Nous allons voir maintenant comment se déroule l'étude en partant d'un plan de masse. Et donc, pour démarrer l'étude, nous partons de ce plan de masse sur le dessin de gauche, que les architectes nous donnent, et nous réalisons une série de visuels en 3D
du site avant éclairement. C'est le dessin de droite. Ça permet en fait de valider les attentes du client parce que en fait, au moment où on fait ces réunions, le site est dans un état de chantier. Donc, c'est impossible au client de se projeter alors qu'il est face à un terrain en friche. Donc, on valide ensemble les zones où il est possible de mettre des candélabres et éventuellement des zones interdites. Donc, nous voyons ici le premier bâtiment, c'est le clubhouse, avec une surface en toiture qui est suffisamment importante pour y mettre des panneaux solaires. Dans ce bâtiment, nous aurons un local technique pour installer toute l'électronique et notamment les batteries. En effet, nous alimenterons les luminaires avec le principe de l'autoconsommation avec stockage que nous avons vu dans le premier des webinaires ce lundi. L'énergie solaire sera donc stockée dans des batteries lithium. Je vous montre maintenant les différentes zones à éclairer. Donc ici, on a la grande zone où les golfeurs se mettent ici. Ils tirent dans cette direction. On a une zone de tir long de l'ordre de 300 mètres. Donc on ne peut pas mettre de candélabre sur le trajet de la balle. On va donc placer les luminaires en périphérie tout au fond. Là. Voilà. On va à ces luminaires, on va mettre des lentilles optiques à faible ouverture pour concentrer le faisceau lumineux. On va aussi mettre des luminaires au ras du sol, si on les voit au milieu, qui vont être semi-enterrés. Et ça permet de compléter la luminosité sur la zone. Ensuite, nous avons tout en haut une zone boisée, c'est représenté avec les petits arbres. Et en bas, à gauche, nous avons une zone de tir moyenne distance avec déjà le tir de précision, donc ça demande une forte luminosité. Et tout en bas à droite, cette grande zone plate, c'est une zone de poutre qui permet de s'entraîner à placer la balle dans le trou. Donc là, le besoin d'éclairage, c'est d'avoir une très grande homogénéité de la lumière. Avec tout ça, on élabore différents visuels. Après éclairement. Et donc, ça permet d'analyser les solutions lumineuses et on fait différentes simulations en éclairement pour montrer le rendu lumineux et du coup revalider certains choix. Donc, ça permet sur ce dessin-là, donc ça reprend l'intégralité du golf, de faire une simulation zone après zone pour montrer l'indépendance en fait, de chacun des luminaires. Et on voit donc là la zone rouge qui est présentée, c'est le tir moyenne distance, et on lui a fait une étude photométrique, comme le montrent les petits encarts, séparément, parce que les luminaires sont différents. Et au final, ça permet donc d'avoir un rendu lumineux, comme on dit en fausse couleur, le dessin de droite, pour valider avec le client et qu'il ait une impression qu'il ait le visuel de la luminosité sur l'ensemble du golf. Voilà. Avant de passer à la suite. Merci Benoît. Donc, avant de passer à la suite pour parler de la partie gestion intelligente du solaire, nous allons prendre quelques questions. Donc, la première, quel est votre retour? Oui, Myriam? Je voulais juste compléter, excuse-moi de t'interrompre, je voulais juste compléter avant les questions sur ce projet, parce que j'y ai participé personnellement avec Benoît. La grande thématique, c'était que c'était assez challenging parce qu'il fallait un besoin d'éclairage pour des joueurs de golf. Donc, on a découvert le golf, on s'est immiscé dans le jeu d'un joueur pour comprendre qu'il ne devait pas être ébloui, mais qu'il avait besoin d'une bonne lumière à différents endroits pour son swing, pour suivre la balle, et puis également pour voir où est-ce qu'elle tombe, parce que c'est ça l'enjeu du joueur de golf. Donc,
comme il vous l'a montré, on avait 4 zones spécifiques. On était avec une académie royale, donc c'est des gens très exigeants et on a été heureux de travailler avec eux. Je me suis déplacée 2 fois sur place pour voir le chantier et bien comprendre les besoins. Et ensuite, je faisais part à Benoît et aux ingénieurs de ce qu'étaient les besoins et de comment on le calibrait. Et ici, la raison pour laquelle on voulait vous présenter ce terrain de golf, c'est parce qu'à nouveau, vous avez plusieurs situations sur la même zone avec le même client qui vont avoir des besoins d'éclairage très différents. On a fait du centralisé et du décentralisé et la méthode est la même. Sauf qu'on s'adapte forcément à des besoins un peu plus spécifiques ou voire complètement inédits. Et là, sur la petite zone que vous voyez, on avait des contraintes parce qu'on ne pouvait pas passer du câble. À des endroits, on devait être complètement autonome. Donc, on a vraiment une ingénierie assez ouverte, assez large en imagination, de façon à pouvoir mettre des jolis totems dans la forêt derrière qui était qui est préservée et qui était très diversifiée, donc on ne devait pas toucher aux arbres. À des endroits, on a mis des éclairages au sol de façon à éclairer sur un angle avec une courbe montante comme ça sur des flux lumineux et on a imaginé comment on allait passer sous le gazon les câbles sans détruire et obstruer le gazon qui était déjà planté. Enfin, on avait aussi un timing par rapport au projet et c'était vraiment passionnant pour ça. Ensuite, derrière vient toute la technique, comme il vous le montrait, du luxe mètre. Moi, je retournais vers le client en lui disant, voyez ici, on va beaucoup vous éclairer, mais attention, ça veut dire que cette zone-là ne sera pas éclairée. Donc, si la balle, elle tombe à cet endroit-là, bon, il faudra jouer sur d'autres techniques. Et on a vraiment beaucoup échangé avec eux. Là aussi, on était très, très proche de la relation et des besoins avec le client et on l'a aidé à grandir sur l'expression de ses besoins et ensuite sur le calibrage. Merci Myriam. Donc, je prends la première question. Quel est votre retour d'expérience sur l'éclairage solaire au sud algérien? Alors, au sud algérien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dimensionné certaines choses, on a installé de l'éclairage et on a regardé sur demande de certains walis la raison pour laquelle les éclairages qu'ils avaient mis en fonctionnement quelques années avant ne fonctionnaient plus. Donc, on a fait des audits, des pré-audits, on a mesuré, on a démonté des batteries pour voir ce qu'elles avaient, on a donné un diagnostic là-dessus. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a installé de l'éclairage all-in-two, all-in-one avec des batteries NIMH qui aujourd'hui continuent de très, très bien fonctionner sur des routes, sur des zones agricoles et également sur des petites zones d'assemblage que je ne peux pas appeler usines, mais qui sont des grands ateliers. Merci. Alors, Benoît, si tu veux quelque chose oui. sur des projets que tu aurais fait, non? D'accord. Un peu moins au sud, on a fait la même chose à Gardaïa, de la même façon, pour Tafilelt, ce village extraordinaire au-dessus de Benizgan à Gardaïa. On a fait beaucoup d'études parce que là aussi, il y a des endroits où c'est des animaux qui doivent passer dans le zoo, donc les animaux ne doivent pas avoir peur la nuit de cet éclairage, donc il doit être très discret. L'esthétique pour les Mozabites est très important et il faut que ce soit très discret pour ne pas faire du bling-bling, mais en même temps que ce soit fonctionnel. Donc là aussi, on a beaucoup travaillé avec eux il y a 3 ans déjà sur le bon dimensionnement, les batteries et les panneaux qui devaient être assez discrets. Et on a installé aussi à Gardaïa, dans cette région, de l'éclairage et qui fonctionne aujourd'hui parfaitement. On n'intervient jamais, ça marche très très bien et on est très content. Très bien, merci Myriam. On a un commentaire de la part de Mohamed qui nous dit le parcours de golf d'Alger va être réaménagé. Pourquoi ne pas proposer ce type d'éclairage pour l'unique golf en Algérie? Ah bah, à votre grande disposition, si c'est un projet du ministère de la Jeunesse et des Sports ou bien de la direction de la Wilaya d'Alger ou d'un partenaire privé. On est ravis de faire ces études. Pour les équipements sportifs en Algérie, on a fait pour des terrains de foot. Là aussi, il faut beaucoup de puissance de lumière. Donc, l'éclairage solaire doit être en général centralisé parce que vous avez des jeunes qui jouent la nuit et il faut qu'ils voient bien la balle. Il ne faut pas qu'ils se rentrent dedans, mais en même temps, ils ne doivent pas être éblouis. Donc, souvent, vous l'avez remarqué
sur les terrains de foot, l'éclairage est en haut et il est très puissant. Donc là aussi, comment on allait calibrer ça et comment on allait regarder au niveau des vestiaires, au niveau de la circulation des joueurs derrière, là où ils entraient, où ils sortaient. On a fait aussi pour le tennis, on a juste fait l'étude de Ben Aknoun, où là aussi, il fallait, le tennis souhaitait pouvoir continuer à jouer la nuit et surtout pendant le ramadan. Donc, il voulait avoir des espaces différents à l'entrée et à la sortie. Et puis, à Boumerdès, sur des équipements sportifs aussi de la direction de la jeunesse de Boumerdès, on leur a fait des études parce qu'ils étaient en train de mettre en place des villages vacances pour des jeunes. Et donc, sur ces villages vacances, il y avait des petits endroits pour jouer à la pétanque, des endroits pour jouer au tennis, et puis des mini terrains de foot, parce qu'ils étaient tout petits pour l'éclairage. Et là aussi, on a fait toutes ces études avec eux. Donc, on est à votre grande disposition pour ça. Madame Magui va vous donner ses coordonnées et les nôtres pour nous consulter. Merci Myriam. Actuellement, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'énergie solaire et surtout dans la partie éclairage. Qu'est-ce qui pourrait différencier Sunji sur cette partie-là en matière de service? Bon, moi, j'aime la concurrence parce que ça signifie qu'il y a un marché et ça signifie que l'énergie solaire se développe. Donc, on a moi-même, j'ai moi-même fondé un cluster avec d'autres partenaires algériens parce que plus on est nombreux, plus cette énergie solaire qui est vraiment notre ADN et notre souhait, notre mission va se développer. La raison pour laquelle on a filiarisé et professionnalisé, c'est qu'on veut, comme tout le monde, que cette filière fasse les choses correctement. Donc, il y a des normes, il y a des méthodes, il y a des solutions à adapter qui sont absolument pas plus chères, bien au contraire, sur la durée, c'est moins cher. Et on souhaite que cette filière, pour l'Algérie, pour l'Afrique, pour la France et pour les pays sur lesquels on intervient, soit une filière comme les autres, tout à fait professionnelle. Et ensuite, que le meilleur gagne. Chacun a ses spécificités. Ce qui nous qualifie, je pense, le plus, c'est que lorsqu'on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on ne pourra pas nous copier et nous enlever, je pense, c'est vraiment notre passion de travailler à développer cette énergie dans les normes de façon professionnelle. Et ce qu'on essaye de vous démontrer sur les 4 webinaires, c'est qu'il y a toujours une phase d'étude. C'est un métier qui s'apprend, on l'a appris, on l'a découvert et on continue de se former et de s'informer. Mais il y a une démarche, il y a une méthode qui nous semble primordiale de suivre parce que c'est de l'électricité. Parce que l'électricité, comme tout, peut faire, si c'est mal calibré, des dégâts. Le courant continu, je le dis très solennellement, est plus dangereux que le courant alternatif. Donc, il y a des arcs électriques. Il peut y avoir des électrocutions. Donc, on insiste sur les paramètres de protection. On met des disjoncteurs, on met des parafoudres. On choisit très bien nos câbles parce que ça doit être des câbles avec des normes internationales. Donc, tout ça est normalisé. On choisit bien nos panneaux. On choisit bien notre électronique et on fait au mieux pour choisir les meilleures batteries possibles parce que malheureusement, si c'est mal fait, ça peut aussi faire des dégâts. Donc voilà, je pense que notre passion est votre raison pour laquelle vous êtes là. Il n'y a aucun engagement au départ, on vous fait des pré-études, on s'appuie sur nos partenaires et on est ravis de les partager avec nous. On travaille en bonne intelligence avec eux parce qu'à un moment donné aussi, chacun son métier et chacun son expertise. Merci Myriam. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On peut continuer avec Benoît pour parler du smart lighting et de la gestion intelligente de l'éclairage. Effectivement, ça, c'est des applications sur la gestion intelligente qui existent déjà, qui ont déjà été mises en place en Algérie aussi depuis quelques années. Mais on voulait vraiment mettre l'accent sur ça parce que pour nous, c'est des applications très importantes et qui pourraient tout changer de l'installation en question. À toi, Benoît. Merci. Donc après cette explication sur ces 2 projets, je vous propose maintenant d'aborder une des notions d'innovation que l'éclairage à LED a permis. C'est la gestion intelligente de l'éclairage, smart lighting en anglais. En fait, l'utilisation de la LED en tant que composant Benoît, ton slide, pardon. La diapo, merci. Yes. Donc la LED en tant que composant électronique a permis, en plus des aspects d'efficacité énergétique, d'ouvrir finalement à beaucoup d'innovations. Notamment, on peut utiliser les avancées des domaines des télécommunications et des réseaux informatiques.
Les objectifs de la gestion d'éclairage est déjà de connaître la consommation de chaque luminaire individuellement. Cela permettra ainsi, de manière mieux ciblée, de réduire les consommations d'énergie. Et ça apporte aussi une aide à la décision sur les actions de maintenance dans un parc d'éclairage. On va voir. Donc, comment on met en place un projet Smart Lighting? Je vais prendre l'exemple d'une ville avec un ensemble de rues à éclairer, avec un jardin public, la place devant la piste, des bâtiments. On peut imaginer aussi le marché qui ne doit être éclairé qu'à certains moments dans la semaine. Et avec ça, on va faire la géolocalisation de tous les luminaires. On met en place un réseau de communication entre ces luminaires pour que chacun puisse collecter des données techniques et les transmettre sur un serveur informatique qui va centraliser toutes ces données. Ensuite, ce serveur sera accessible pour le gestionnaire de réseau à travers une interface utilisateur. On peut imaginer que ce soit, par exemple, le responsable de la maintenance des équipements publics dans une APC, le directeur technique dans un site industriel, ou encore ça peut être la société en charge de l'exploitation de ce parc d'éclairage. Cette personne, en fait, va pouvoir effectuer le monitoring et le contrôle à distance de chaque luminaire. Il pourra faire un diagnostic, générer des rapports et décider des actions de maintenance et les contrôler a posteriori. Comment on fait? Ainsi, l'électronique qui est présente dans les luminaires peut être commandée à distance. Et on va ajouter à chacun des points lumineux des fonctions qui vont mesurer différents paramètres électriques et énergétiques. Ces datas vont être communiquées sans fil. Chaque point lumineux contient de l'électronique supplémentaire qui permet de communiquer certains paramètres techniques comme la tension, le courant ou son état de fonctionnement. La communication se fait sans fil jusqu'à une passerelle télécom. On voit ici une box. Ça convertit les signaux pour les transmettre sur le réseau mobile GSM et l'ensemble des données est disponible sur un serveur, sur Internet et accessible que par les personnes autorisées. Ainsi, on peut à distance, premièrement, lire les paramètres électriques de chaque luminaire, donc la consommation, le temps de fonctionnement. On peut enregistrer des pannes. Aussi, on peut éteindre ou allumer chaque luminaire souhaité. Je reprends l'exemple du marché qui doit être allumé uniquement à certains moments de la semaine. Tout ça, ça peut se faire à distance. On peut aussi obtenir une baisse de la luminosité, donc de la consommation, de 10% jusqu'à 100%. On peut même gérer un calendrier de fonctionnement, donc définir des plages horaires pour lesquelles on veut modifier la luminosité. C'est donc la modification à distance de la fonction de dimming dont ça parlait Mohamed juste avant. Et voici un exemple de ce qui est affiché finalement sur l'ordinateur qui fait cette supervision. C'est la carte d'une ville et on voit chacun des points lumineux, donc chaque lampadaire géolocalisé. On peut cliquer sur un point lumineux et obtenir la transmission en temps réel de différentes datas. Ça permet de piloter à distance des actions de maintenance parce qu'on peut voir directement s'il y a un luminaire en défaut et lancer une action corrective. On peut du coup vérifier le lendemain que les actions se sont déroulées correctement et que le problème est réglé. Aussi, on peut agir depuis cet ordinateur sur l'éclairage dans une zone bien particulière. Si on veut par exemple réduire l'éclairage sur la place centrale d'une ville, ou bien supprimer le dimming momentanément dans une rue pour avoir le maximum d'éclairement. En conclusion, ces innovations dans le domaine de l'éclairage, grâce à l'utilisation de LED, permet de mieux connaître les consommations d'un parc de luminaires et ainsi, à distance, de mieux décider sur les actions qui permettront une meilleure gestion énergétique de l'éclairage.
Merci Benoît pour ça. Donc, on voit un peu mieux ce que pourrait apporter une gestion intelligente de ces installations. C'est souvent des besoins qui sont exprimés pour certains types de clients et qui permettent vraiment d'avoir une vision exacte du fonctionnement de l'installation et des différentes utilisations et des performances. Myriam, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Euh, oui, volontiers, pas très long, mais tout ça pour vous montrer que aujourd'hui, il faut rester à la pointe de cette innovation et de ce qui est en train de se passer par les équipementiers. Les plus grandes innovations sont sur l'électronique. Et comment on va piloter finalement tout cet écosystème autour de l'éclairage ou de l'énergie solaire. Ça va très très vite et on est régulièrement formé et informé à ces nouvelles technologies. De la même façon, ce que vous montrez, Benoît, ici sur le monitoring et sur ce que ça va vraiment permettre, c'est tout ce que vous entendez dans le Smart City, Alger Smart City, Tipaza Smart City, etc. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de piloter encore mieux son budget, finalement. D'éteindre, d'allumer, de regarder son confort également. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités locales ont un poste très important sur l'éclairage et elles se sont rendues compte qu'il n'était peut-être pas nécessaire toute la nuit dans une rue de laisser les lampes allumées. Donc, tout éteindre, c'était trop. Tout laisser allumer, c'était trop. Et puis aussi, d'anticiper ici la maintenance préventive, la maintenance curative de ce qui se passe. Il peut y avoir un oiseau qui fait des dégâts, il peut y avoir du vandalisme, il peut y avoir un câble qui a été obstrué par un rongeur. Enfin, on a tout ça hein, dans la vraie vie, c'est de l'équipement, c'est du physique. Donc, avec ce monitoring à distance, vous allez éviter d'envoyer un ouvrier sur place ou un ingénieur ou un technicien. Tout est anticipé ou en tout cas monitoré, surtout quand on est comme Herma à Alger, quelque chose qui gère près de 200 000 points lumineux dans la petite couronne d'Alger et encore plus si on élargit. Quand on est à Béchar, c'est pareil, on arrive tout de suite à des 200 000 points lumineux dans cette région militaire algérienne. Donc, vous voyez que 200 000 points lumineux contrôlés tous les jours par un ouvrier ou un technicien régulièrement, ça a un coût. Donc, tout ça permet aujourd'hui, grâce à la LED, grâce à l'électronique, grâce à la batterie, de regarder tout ça et d'avoir même sur votre smartphone des alertes, des monitorings qui s'installent, des logs qui viennent vous proposer ce que vous souhaitez dimensionner. On peut créer des dashboards. Tout ça nous permet aussi aujourd'hui d'avoir le meilleur calibrage en fonction de ce que chacun souhaite faire. Parce que dans une usine, ça peut être extrêmement stable, le besoin peut être le même pendant longtemps. Dans une collectivité locale ou dans une résidence ou dans un parc d'attractions, ou comme on le montrait tout à l'heure, sur un équipement sportif, ben là, les besoins vont être complètement différents. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est très instructif d'échanger avec vous pour bien comprendre de quoi vous avez besoin, quelle est votre activité et proposer les meilleures solutions. Donc là, ce que vous a montré Benoît avec Mohamed, c'est vraiment la méthode et pour vous donner déjà envie de voir des rendus, on aurait pu vous parler des moteurs optiques, de la LED, on aurait pu vous parler des inclinaisons, de la LED froide, des différentes technologies que l'on met en œuvre quand on met en parallèle en série des batteries. Enfin voilà, il y a encore plein de choses derrière. Le choix du panneau, mono, polycristallin, couche mince, la structure qui doit résister à des vents. Enfin, il y a plein d'autres calculs derrière. Mais c'était pour vous donner un avant-goût de notre méthode et de notre passion sur ces projets. Merci Myriam. Nous avons une question. Le monitoring va augmenter l'investissement de départ. Ceci est-il indispensable? Benoît, tu peux répondre à cette question? Oui, bien sûr. Le monitoring, en fait, va rajouter un équipement électronique sur chaque luminaire et en même temps une architecture informatique. Il faut voir que l'adaptation d'un profil de luminosité par rapport à un besoin va faire en sorte que on améliore encore un petit peu plus le niveau de réduction de facture hein, sur l'éclairage parce qu'on adapte exactement en fonction de besoin. Donc en gros, on va éclairer moins à des moments qui ne sont pas intéressants. Finalement, ce gain-là va
très rapidement permettre de rembourser l'investissement. C'est un aspect d'OPEX et de CAPEX qui fait qu'on va, on va y gagner assez rapidement de l'investissement de départ. Merci, merci Benoît. Myriam, tu veux compléter avec quelque chose sur ça? Non, Benoît a bien résumé, merci. Effectivement, il faut bien calibrer ce que vous avez gagné maintenant, ce que vous allez gagner après. C'est absolument pas indispensable. On peut tout à fait faire de l'éclairage sans monitoring. Okay. Et on peut mettre le monitoring après, une fois que l'éclairage est déjà en place. Enfin, on est assez flexible et agile là-dessus. Merci Myriam. Alors, une autre question. Est-ce que le logiciel de dimensionnement d'éclairage Dialux permet de dimensionner effectivement la solution? Mohamed? Quand on parle de solution, il permet de dimensionner le côté photométrique. Donc, on a seulement la puissance ou le flux lumineux que doit fournir la LED et les distances entre les poteaux, l'interdistance et les hauteurs des mâts. Mais il ne dimensionne pas comment dire, les composantes électriques, donc le BMS, la batterie, tout ça. Il dimensionne seulement le côté photométrique. Je ne sais pas si j'ai vraiment. Oui, je pense que c'était ça la question. Je pense que c'était ça à la question. Tu peux compléter, si tu veux, sur ce qu'on utilise pour le dimensionnement de la partie solaire, peut-être. Pour la partie solaire, on utilise généralement soit, si on est sur des all-in-one, parce que c'est une petite installation, on a une simulation de production avec PVGs ou autre. Et si on est sur une grande, donc on est sur centralisé, on est sur PV6 ou Archelios. Merci Mohamed, merci. Une autre question, est-ce qu'un système d'éclairage PV est réellement rentable du point de vue coût? Est-ce qu'on rentabilise le coût d'investissement en Algérie vu le prix bas du kilowattheure de notre fournisseur d'énergie? Myriam, tu peux répondre à cette question? Oui, alors moi, ma réponse, elle est évidemment oui, pour plusieurs raisons. Mais le degré d'économie que vous allez faire ne sera pas le même selon qu'on soit sur une installation existante ou selon qu'on soit sur une nouvelle installation. On va beaucoup économiser si c'est une nouvelle installation. Comme vous le disiez, Benoît et Mohamed tout à l'heure, l'avantage, et Zol avait commencé à vous l'introduire au début de cette présentation, c'est qu'on ne va pas tirer de câble. Donc, on ne va pas faire les tranchées, tirer le câble, dimensionner. Et vous savez qu'il y a des électrons qui se perdent dans les câbles en fonction de la distance. Donc, on va être au plus près du point de consommation. Donc, on va optimiser vraiment la génération électrique. Ensuite, si vous êtes au sodium, avec du 200 watts, un sodium qui n'est pas toujours très efficace, un peu vieillissant. La lampe sodium est un peu moins chère que la LED, sauf qu'en fait, ce qu'elle consomme en kilowattheure par rapport à la LED, vous avez en moins d'un an des économies d'énergie, même sur la facture de notre utility conventionnelle. Après, pour tout ce qui va être dimensionnement photovoltaïque et batterie, oui, on a des retours sur investissement à 2 ans, 3 ans qui viennent aussi sur la durée de vie. Donc, nous, on aime bien comparer. C'est pour ça qu'on prend des équipements au top du marché. Enfin, je ne sais pas le dire autrement, des choses extrêmement fiables. L'Algérie, comme tous les autres pays, a le droit d'avoir des équipements de bonne qualité qui ne sont pas forcément plus chers. Quand on regarde sur la durée, vous avez des économies évidentes parce que dès que vous allez changer votre lampe, qu'elle soit sodium ou votre câble, que vous envoyez un ouvrier, que vous payez la lampe qui doit être transportée, installée, on loue une grue ou je ne sais quel engin de manutention, la LED, elle est déjà rentabilisée, je veux dire, à 2 ans, 3 ans. Donc, c'est ça qu'on regarde complètement. Vous avez raison, le coût du kilowattheure, si on regarde que ça à un instant T, on va avoir des calculs qui vont être faussés. Mais là aussi, Zoual et ses équipes passent leur temps à mesurer les taux de retour sur investissement et la rentabilité. Et l'éclairage solaire, c'est l'application la plus évidente en termes d'économie aujourd'hui en Algérie. Ce n'est pas pour rien que les ministères ont poussé vers ce choix d'éclairage depuis longtemps, que les industriels s'y mettent aussi. Encore une fois, il y a eu quelques erreurs majeures qui ont été faites et qui ont
pousser certains à dire l'énergie solaire, ça ne marche pas. Bon, il faut bien la calibrer, bien l'étudier et c'est assez facile à démontrer que c'est moins cher. Et encore une fois, on a une grande disposition pour le faire. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on est loin du réseau et qu'on doit d'abord amener un transformateur, enfin pour les grandes installations nouvelles. J'espère avoir répondu, mais on fait des études de cas quand vous voulez sur des business. Merci, merci Myriam. Est-ce que vous avez d'autres clarifications? Là, je pense qu'on n'a plus de questions. Je pense qu'on a balayé vraiment les différents points, commençant par un contexte et des avantages. Nous avons parlé de dimensionnement, nous avons parlé de la nécessité de préétudier les besoins et vraiment adapter la solution qu'on met en place. Nous avons eu quelques retours d'expérience et nous avons fini par parler du smart lighting. C'est vrai qu'en 1 heure de temps ou 1 heure et demie, on ne peut pas tout prendre en charge. C'est tellement passionnant que si on s'écoutait, on ne s'arrêterait pas. Mais j'espère qu'on a transmis les informations de base du moins, qu'on a pu enrichir vos connaissances sur cette partie-là et vous éclairer sur l'éclairage solaire. Avant de clôturer, on aimerait bien avoir votre retour par rapport aux moyens sur lesquels vous avez entendu parler de nos webinaires. Ça nous intéresse. Pourquoi? C'est pour savoir sur quels moyens on pourrait communiquer avec vous sur la suite. Moi-même, directrice commerciale de la communication, donc je reste à la disposition de tout le monde pour éventuellement récolter certains besoins ou certaines préoccupations. Notre équipe d'ingénieurs et de partenaires sont aussi à votre disposition. Donc, il y a toutes les coordonnées sur notre site web. On parle un peu plus aussi des retours d'expérience sur nos sites web. Par rapport aux installations d'éclairage, mais aussi sur d'autres types d'installations, notamment l'autoconsommation. Et donc, en cette période de confinement, on a voulu faire un petit geste et étudier gratuitement, bien sûr, certains besoins spécifiques que vous aurez si vous avez quelque chose de spécifique. Donc, notre équipe d'ingénieurs se met à votre disposition pour pouvoir faire une préétude. Donc, il ne faut pas hésiter à vous connecter sur nos réseaux sociaux, à nous suivre et à consulter notre site web. Et nous restons vraiment à votre disposition pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Donc, globalement, la plupart de vous se sont connectés avec nous via LinkedIn. Donc, c'est bien. Donc, on continuera à communiquer sur nos réseaux LinkedIn. Nous vous intégrerons aussi sur nos newsletters qu'on envoie très régulièrement à nos contacts et à nos partenaires pour pouvoir vous informer des différents avancements, des différents projets qui sont mis en place. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à échanger avec nous sur les différents axes que vous voyez nécessaires. On reçoit quelques remerciements. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. On aimerait connaître aussi votre niveau de satisfaction, si cela vous convient ou si ça ne correspondait pas spécialement à vos attentes. Nous organiserons bientôt une autre série de webinaires qui traitera de différents thèmes, peut-être un peu plus de détails sur certains thèmes spécifiques, notamment sur l'autoconsommation, sur le stockage, sur les générateurs solaires, mais aussi sur la partie éclairage solaire. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec nous. Je vois que sur le sondage sur la satisfaction, pratiquement, il y a une bonne partie qui a mis que c'était très intéressant. On est ravis de cela et on espère vraiment qu'on vous a transmis notre passion à travers ce webinaire. Un petit mot pour la fin, peut-être Benoît?
Non, 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 mais c'est très bien. Vraiment, on est parfaitement en phase. Merci. C'est très bien. Merci, merci pour ta participation avec nous. Merci pour ce partenariat qu'on partage très régulièrement et Toujours avec j'espère plaisir. qu'on pourra continuer à collaborer aussi efficacement. Myriam? Je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous ces 8 webinaires. On nous propose déjà d'en faire d'autres. On reviendra vers vous sur les prochaines sessions. L'enregistrement est disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre. Mais surtout, oui, le message que je souhaiterais passer, je remercie Benoît, je remercie Mohamed d'avoir partagé avec eux ces méthodes, leur ingénierie et leur passion. Et encore une fois, on nous dit souvent, mais vous êtes en train de donner tous vos secrets de fabrication. Tant mieux que l'énergie solaire se développe. Il y a tout à faire pour les prochaines années. Plus on sera nombreux, passionnés, professionnels dans ce domaine-là, plus l'énergie solaire se développera. Et c'est vraiment notre souhait premier. Donc, merci à tous. Très, très bonne journée à tous et ravis. Merci, au revoir, à très bientôt.